L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et autres. Venez, s'il vous plaît. Maître Jean-Baptiste Abba. Monsieur le juge président, monsieur les juges assesseurs, j'étais avec l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui qui est reprochée au président Moussa Dadis Camara, puisqu'il est renvoyé devant votre tribunal criminel pour ce fait. J'étais en train de vous parler des conditions qu'il faut réunir pour que cette infraction-là soit constituée. Lesquelles conditions sont des conditions cumulatives et non alternatives. Et j'étais en train de vous parler dans un premier temps du premier élément de la première condition qui doit être liée à la situation de la personne mise en danger. Et j'étais avec la deuxième condition liée à la situation de l'agent pénal. J'étais donc en train de démontrer, puisque la loi nécessite que l'agent pénal soit présent pour pouvoir et ait les moyens qu'il faut pour pouvoir aider la personne mise en danger à s'extirper de ceux qui la met en danger. Et justement, j'indiquais que ce jour-là, le président n'était pas présent au stade. Le président Moussa Dadis Camara était donc à la présidence qui était située au camp Alpha Yaya Diallo. Et je distinguais entre la présidence, l'enceinte de la présidence, et le camp lui-même pour expliquer ou pour vous éviter de courir entre griffes après les idées qui ont été distillées, les fausses idées distillées selon lesquelles il serait sorti et qu'il serait arrivé à Marokana, donc au stade du 28 septembre. Et je vous ai dit donc que Monsieur le Président, ne pouvant pas être à la présidence, puisque sa présence confirmée par son aide de camp, confirmée par son commandant de salon, jusqu'à 15 heures, les événements au stade du 28 septembre ne s'étant pas produits au-delà de cette heure-là, il ne pouvait pas être au stade du 28 septembre pour être présent et voir que des personnes sont mises en danger et voir que des secours qui doivent leur être apportés, empêcher les secours qui doivent leur être apportés en les gardant indéfiniment dans ce danger. La troisième condition, donc, je pense à cela, c'est bien
la faute de l'agent pénal. Il faut que l'agent pénal ait commis une faute. La faute, chacun connaît sa définition. C'est bien l'inobservation d'une obligation préexistante, d'une obligation préétablie. À ce niveau, il faut pouvoir distinguer que l'agent pénal, si l'agent pénal agit par devoir ou si l'agent pénal agit par obligation. Parce que les deux ne veulent pas dire la même chose. On est dans une obligation lorsque nous avons un créancier. C'est-à-dire que nous sommes en présence de 3 éléments importants. Un créancier, un débiteur et une prestation. Si on agit par devoir, on agit uniquement parce qu'on accomplit une prestation, mais il n'y a aucun créancier. Mais ici, l'agent pénal a des obligations vis-à-vis de la personne mise en danger dès lors qu'il est présent. Dès lors qu'il est présent et qu'il a les moyens de sauver ou de faire en sorte que le péril imminent qui compromet la sécurité de la personne mise en danger soit effective. Alors cette faute qu'il doit commettre peut bien être la violation d'une obligation d'imprudence ou de sécurité. Elle peut bien être la divulgation d'informations personnelles. Monsieur le Président, hier, pour la défense du président Dadis, nous vous avons parlé ici de l'abstention délictueuse, article 298. La mise en danger de la vie d'autrui étant l'article 297. Ce n'est pas pour ne rien que ces deux dispositions se suivent. La légistique permet de comprendre cela facilement parce qu'il y a en réalité un lien lié à la faute dans la mise en danger de la vie d'autrui que pourrait commettre l'agent pénal s'il restait, par exemple, inacte et s'il ne faisait rien. Il n'a rien fait. Mais hier, pendant plusieurs heures, je vous ai détaillé ce que le président Moussa Dadis Camara a fait avant les événements du 28 septembre 2009, tant sur le plan administratif, sur le plan moral, sur le plan religieux, sur le plan militaire, sécuritaire, mais également ce qu'il avait fait pendant les événements sur le plan humanitaire et ce qu'il avait fait après sur le plan de la communication, de la transparence, sur le plan disciplinaire, sur le plan judiciaire et sur le plan purement humanitaire. À partir de là, on ne peut pas comprendre que même n'étant pas présent, il a pu, de quelque manière que ce soit, mettre la vie d'une personne, d'un manifestant en danger. À partir de là, on ne peut pas faire comprendre qu'il a pu empêcher un secours d'intervenir pour sauver des personnes qui étaient mises en danger.
De toutes les façons, je vous l'ai dit, personne ici n'a pu démontrer le secours qui devrait être admis et qui n'a pu l'être de par sa faute. Personne ici, que ce soit au stade du 28 septembre, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit à la présidence, que ce soit au camp Alpha Yaya, que ce soit partout. Alors, on ne peut donc pas lui reprocher avoir commis en tant qu'agent pénal une faute pour que l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui puisse être constituée à son égard. Le quatrième point et dernier à ce niveau, c'est bien le lien de causalité entre la faute et le danger. Monsieur le Président, ici, on est en face de la relation de cause à effet. C'est-à-dire que l'agent pénal a commis une faute, soit par imprudence, soit par divulgation d'informations personnelles, comme je l'ai indiqué, soit par inaction, mais que de cette faute-là, il est résulté premièrement un danger, et que ce danger-là est causé ou la mort ou des blessures. Ces conditions étant donc cumulatives, Monsieur le Président, on ne peut pas raisonnablement indiquer que le président Moussa Dadis Camara est auteur de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui. Voilà donc tous les chefs d'accusation épluchés. On est donc passé en revue tous ces chefs d'accusation-là, que ce soit la complicité de meurtre et d'assassinat. Nous avons démontré que le fait punissable n'étant pas prouvé, le lien entre le président Moussa Dadis Camara, le présumé complice, et les présumés auteurs n'ayant pas été mis plutôt à jour, la fourniture d'instructions n'ayant pas été démontrée, la provocation n'ayant pas été démontrée, le président Moussa Dadis Camara ne peut être tenu dans les liens de la prévention pour meurtre et assassinat. De même, en ce qui concerne la complicité d'enlèvement, de séquestration et de torture, il ne peut également être tenu dans les liens de la prévention pour ces crimes constitués, dès lors tout simplement que personne ici, dans cette salle, n'a pu démontrer les enlèvements, n'a pu démontrer les tortures, n'a pu démontrer les séquestrations, n'a pu donc les imputer à un auteur principal pour que ce fait principal qui est punissable soit imputé à cet auteur-là et que personne n'a pu créer ce lien-là entre le président Dadis en tant que présumé complice et les présumés auteurs. Il en a été de même pour les coups et blessures volontaires. Personne ici, Monsieur le Président, n'a pu indiquer, au-delà de tout doute raisonnable, le lien de complicité ou l'infraction de complicité du président Dadis dans la commission de ces faits. D'ailleurs, ces faits n'ont pu encore une fois être imputés à des présumés auteurs qui seraient principaux et pour connaître le lien de complicité avec le président Dadis. Il s'agit également de l'infraction de complicité
d'incendie volontaire, de pillage. Je vous ai dit qu'il n'ayant pas d'ailleurs un auteur principal pour ces infractions, on ne peut pas poursuivre pour complicité. Il en est de même pour l'infraction de vol à main armée. Le vol étant la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, on a pu démontrer ici quelles sont les choses qui ont été volées, soustraites, qui les a soustraites, quel est le lien entre celui qui les a soustraites et le président Moussa Dadis Camara. Quelle instruction a-t-il donné dans ce sens-là? Quelle provocation a-t-il usé pour que la commission de ces infractions-là soit possible? On a également démontré le mal fondé de l'abstention délictueuse en vous étalant pendant plusieurs heures les actions que le président Moussa Dadis Camara a posées. On vient enfin de vous démontrer que l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui ne peut être constituée à son égard. Monsieur le Président, ainsi, on clore la question d'infraction. Mais voici ce que l'on voudrait vous dire, Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs. Que devrait faire en réalité le ministère public pour asseoir votre conviction? Le ministère public devrait prouver l'existence et la réalité de la commission de ces infractions. Et il ne l'a pas fait. Mais cela ne suffit pas. Il ne suffit pas de prouver l'existence et la réalité de la commission des infractions. Même s'il avait fait, il devrait les imputer aux auteurs principaux. Il ne l'a pas non plus fait. Et même si il avait trouvé le moyen, outre le fait de prouver l'existence et la réalité de la commission des faits, de les imputer à des auteurs principaux, il devrait aussi prouver la participation du complice qu'est le président Moussa Dadis Camara à la commission de ces infractions par provocation, par fourniture d'instructions, comme l'ordonnance de renvoi l'a si bien détaillé pour aider le parquet, mais surtout par aide et assistance, comme l'ordonnance de renvoi l'a voulu ainsi en ce qui concerne l'affaire Kaléa, où on ne nomme pas une infraction proprement dite. Mais donc, en lieu et place de ce travail, le ministère public a plutôt tenté de faire plaisir à l'opinion, de faire peut-être plaisir à ses autorités de nomination. Et partant, il est passé à côté de son véritable rôle, qui est celui d'agir au nom de la société, en requérant l'application de la peine. Deux éléments probatoires permettent de comprendre la démission du parquet. Premièrement, le discours politique prononcé par le procureur de la République après les réquisitions du ministère public. Et deuxièmement, la renonciation aux chefs d'accusation ainsi qu'à leur démonstration. Sur le discours politique, Monsieur le Président, des réquisitions ont un contenu. Il y a des faits, il y a une démonstration, il y a une imputabilité, il y a des peines qui sont requises. Lorsque on a fini de requérir, lorsque le parquet finit de requérir et prenne un discours comme s'il ne s'adressait plus au tribunal, mais comme s'il s'adressait plutôt à l'opinion, il y a problème. Le discours de monsieur le procureur de la République tendant à justifier
des peines injustes, injustifiées, sélectives, discriminatoires, distribuées n'étaient ni nécessaires ni opportunes. Le procureur de la République, à un procès pénal, ne s'adresse qu'à vous, ne demande que l'application de la peine, l'application de la loi plutôt. La loi lui recommande donc de poursuivre à charge, de poursuivre également à décharge, de requérir en faisant ainsi des demandes et surtout de requérir l'application de la loi. Même quand il dort, quand il somnole, quand il sommeille, s'il est réveillé, le premier mot qui doit lui revenir à l'esprit, c'est l'application de la loi. La loi lui recommande de démontrer le bien fondé des infractions qu'il prend au nom de la loi. Parce que dans un procès pénal, dans un procès criminel, c'est la véritable partie demanderesse. Et il est des règles élémentaires, des règles générales, que la charge de la preuve incombe au procureur, à la partie poursuivante. De ce point de vue-là, le ministère public a manqué à ses devoirs, il a manqué à ses obligations. La loi ne lui commande pas de requérir au nom du peuple de Guinée, comme l'a fait comprendre dans son discours. La loi ne le recommande